Bonjour à tous. Pour une fois, je vais vous faire un talk court sur quelque chose de concret. Pour ceux qui ont vu mes talks précédents, ce n'était pas forcément le cas. En fait, je vais vous montrer une application que j'ai faite toute bête et que j'ai mise en ligne il n'y a pas très longtemps. C'était un POC pour tester différentes choses. Donc il y a du Node.js, du Ember.js, des WebSockets et bien plus, et c'est génial. Enfin, j'espère. Tout d'abord, qui je suis Florent Jaby, pour l'instant je suis consultant chez Octo Technologies, je fais du Node depuis 2009 et je suis phobie partout sur internet, sauf sur Google. Il y a un truc qui est bien dans les frameworks web tels qu'Angular ou Ember, je pense que la majorité des gens connaissent ici, c'est le two-way binding. Alors je vais montrer ici comment ça se passe en Ember. Concrètement, c'est assez facile à comprendre, on affiche des choses et on peut les éditer et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que comme un variable est mis à jour, l'affichage est mis à jour. Et quand mon utilisateur change une variable, du coup mon modèle change, etc. etc. Ça c'est top, mais en général ça marche que dans une page de quelqu'un. Moi ce que je voulais avoir c'était la même chose, mais dans deux pages différentes, éventuellement d'utilisateurs différents. Je m'explique, quand mon utilisateur modifie sa variable de son côté, son miroir chez l'autre utilisateur est modifié aussi. Pour ça, on a besoin de passer quand même par un serveur, c'est plus possible d'utiliser uniquement le framework Ember.js. Pour ça, j'avais pas envie d'utiliser Socket.io ou directement les WebSockets parce que je trouve que c'est un petit peu trop bas niveau. Donc j'ai utilisé Scuttlebot. Je m'explique. Scuttlebot, c'est l'implémentation d'un protocole en fait pour faire de la synchronisation d'objets, donc des objets JavaScript avec des attributs, des valeurs, etc. comme on connaît. Donc ça marche pour répliquer les changements qu'on fait sur A vers B. Ça marche aussi dans l'autre sens et ça marche dans les deux sens. Comme vous savez, je kiffe les streams, alors en plus, ça marche comme ça. En fait, on interconnecte les deux objets et ils se synchronisent automatiquement tous les deux, quel que soit le transport. Bon, vous allez me dire, ok, en Node.js on a des streams, par contre dans le navigateur on n'en a pas. Qu'à cela ne tienne, il y a Chou qui existe, qui permet de faire exactement ça. En fait, des WebSockets, c'est uniquement des messages qui s'échangent dans un sens ou dans l'autre, du client vers le serveur ou du serveur vers le client. Et ça ressemble quand même sacrément à un stream. Du coup, Substack il a dit, je vais faire la même chose, la même interface que les streams dans Node.js, mais pour le navigateur. Ce qui fait que maintenant, je peux utiliser le même code pour synchroniser mes objets du côté Node.js et du côté navigateur. Tout ça, je l'ai branché assez bizarrement avec Ember.js, je vous passerai les détails, sauf si vous voulez vraiment les voir. Et le truc, c'est que ça fonctionne. Donc, démo. Ce que je vous propose, c'est de faire une démo de ce que ça fait déjà, parce que je n'ai toujours pas dit. Et ensuite, en fonction des questions que vous avez, je vous montre ce sur quoi vous êtes curieux, je vous montre exactement comment j'ai fait. Alors, je vais peut-être être obligé de poser le micro par contre. Alors, mon application, c'est un jeu de Shifumi en ligne. Ici, je crée un jeu. Hop, je m'appelle Floby. Et il me propose d'inviter mon opponent, donc je vais lâcher mon micro. Est-ce que si je parle comme ça, les gens au fond m'entendent ou pas? Oui. Cool, comme ça j'ai les deux mains libres. Voilà, donc il me dit que je peux inviter mon ami à ma partie. Je redimensionne mes fenêtres, parfait. Donc mon ami il porte un chapeau. Hop. Et je lui envoie mon lien. Je sais, mon lien il a une seule gueule, mais bon, j'avais pas le temps de faire mieux. Ok. Maintenant que mes deux utilisateurs sont connectés, oui, ils me font un nom, je m'appelle Florent. Maintenant que mes deux utilisateurs sont connectés, ils me proposent de jouer en s'en chie fou. Donc jusque là, rien de super intéressant. Par contre, si je tape sur R d'un côté, là on voit pas parce que je vais scroller. En gros, en dessous, j'ai mon espace de jeu. Si je tape sur R, P ou S comme dans Rock, Paper, Scissors, hop, c'est synchronisé des deux côtés. Pareil si je le fais dans l'autre sens. Donc là, comme je suis tout seul à jouer, c'est pas trop intéressant. Du coup, je me suis apporté ça, parce que j'ai fait en sorte qu'on puisse jouer avec un Leap Motion quand même, histoire d'avoir un petit peu la sensation. Donc, hop. Autant qu'il c'est toujours plus compliqué sous Linux, donc Leap Motion, il faut un peu bidouiller. Hop, je suis là,
Sauf que maintenant, je peux jouer avec le rock payload s'il veut. Hop, donc on va essayer de synchroniser quand même. Alors, il fait chi, mi, hop, j'ai gagné. Bref. Les jeux lézards, j'ai déjà passé pas mal de temps. Donc c'est tout bête, et en fait, ce dont j'étais vraiment content quand j'ai réalisé ça, c'est que je manipule que des variables du côté Ember, c'est-à-dire que je fais juste des sets et des get, on va dire, et du côté Node aussi. Et en fait, toute la synchronisation est faite par quelque chose dont je m'occupe même pas. Une fois que c'est connecté, ça roule. Donc maintenant vient la phase où vous me posez des questions si vous êtes curieux sur certains points. Je peux aussi répondre aux questions sur Leapmotion, ça ne me dérange pas. Vas-y, attends, je vais te filer un micro. Ouais, je vais garder le deuxième. La couche de synchro que tu utilises, comment elle fait en cas de collision? Parce que là, en fait, la zone est éditée d'un côté et recopiée de l'autre, mais dans l'absolu, comme c'est un sujet qui m'intéresse, dans l'hypothèse où, par exemple, il y a deux zones de saisie, à gauche, on commence à modifier la zone, à droite aussi, les deux valident, ça se passe comment? Alors, c'est tout l'intérêt d'avoir une couche qui gère ça, c'est que, en fait, c'est l'implémentation, Scuttlebot, c'est l'implémentation, d'un ensemble de protocoles qui s'appelle Gossip et qui fait de la réplication sans conflit. En fait, il y a plus que la simple opération qui a échangé, il y a un petit peu toute une historique avec les opérations, de quelles opérations ça découle. Donc chacun des côtés de l'échange est capable de tomber d'accord sur la même valeur finale en fonction des opérations qu'il a reçues. Tout ça c'est très intéressant comme domaine, il y a la vraie science derrière. Hop, je vais essayer de retrouver mon onglet. Hop, but. Il faut que je rajoute GitHub. Ça c'est le lien que j'ai mis dans ma présentation. En fait, si vous recherchez sur internet comment ça marche tout ça, il vaut mieux chercher avec le mot-clé CRDT, qui veut dire Conflict Free Replication Data Types. Concrètement, c'est les types de données, certains types de données qui peuvent se répliquer sans conflit. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Pas totalement, mais je vais aller voir comment ça marche. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, point de curiosité? EO, tout ça, ça ressemble énormément à Meteor.js. C'est quoi ton avis sur cette techno? Meteor.js, j'ai eu la chance d'avoir une démonstration presque privée, en fait dans un cercle de 5 avec un des contributeurs. C'est très impressionnant. En plus, c'est très ressemblant parce que moi j'ai fait du Node.js, du MongoDB et des WebSockets, on va dire. Après, j'ai aussi un vrai framework front devant. Enfin, vrai, autre chose, un truc qui est tout seul, quoi. La différence, c'est que pas grand chose en fait. C'est que ça, c'est moi qui l'ai fait. J'aurais pu le faire avec Meteor.js. Par contre, Meteor.js ne fait pas ce dont je viens de parler, c'est-à-dire la réplication sans conflit. En tout cas, pas aussi bien. C'est juste des événements qui sont échangés avec Socket.io. Et du coup, c'est possible d'avoir des trucs qui se collisionnent. J'ai perdu les personnes qui avaient posé la question, peut-être je regarde. Ah, mais t'es caché derrière quelqu'un. Voilà, donc oui, ça fait un peu la même chose. Par contre, je dois pas me traîner tout Meteor.js derrière, qui est un fork complètement à côté de Node.js. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis même prêt à montrer du code. En fait, je me demandais au niveau du node, qu'est-ce qu'il faisait comme traitement, comme action? Est-ce que c'était juste faire communiquer les deux streams, ou est-ce qu'il y a des traitements? Enfin, j'imagine qu'après on peut faire un peu ce qu'on veut, mais là dans ton exemple, quel est le rôle du node à part faire communiquer les deux basiquement? Je veux dire, faire un pipe sur les deux streams, si j'ai bien compris. Ouais.
Est-ce qu'il y a un peu plus de complexité ou c'est aussi simple que ça? Bah en fait, non, pas beaucoup plus. Donc le serveur Node, il sert les fichiers statiques de l'application Ember, jusque-là sans problème. Il est capable de répondre à la création d'une partie, c'est-à-dire qu'il va créer un enregistrement en base dans MongoDB, mais il n'y a pas grand-chose dedans, il y a juste un ID. Et ensuite, il va créer les objets qui représentent chacun des joueurs et aussi un concept qui s'appelle l'arbitre. Et c'est des modèles qui se répliquent. Je ne sais plus comment dire en français, c'est très compliqué. Et oui, le principal de son boulot, c'est de faire en sorte de connecter les deux entre eux. Ouais. En fait, le seul boulot un peu compliqué qu'il fait, c'est au niveau de l'arbitre, qui est la personne qui vérifie que les deux joueurs sont en ligne, enfin, l'objet qui vérifie que les deux personnes sont en ligne, qu'elles sont prêtes à jouer, et il fait 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Voilà, c'est la seule logique qu'il y a. Et sinon, c'est un peu du basique et du pipe. Je vais vers le mauvais fichier en fait. Par exemple, quand un des joueurs demande l'objet qui correspond à Mi, concrètement ce qu'il fait, c'est qu'il trouve la partie qui correspond avec l'ID qu'il a dans l'URL. Il trouve le bon modèle qui correspond en fonction de si c'est lui qui a créé la partie ou pas. Et ensuite, il trouve le modèle qui correspond et le pipe. Donc c'est pas vraiment très compliqué ce qui se passe côté serveur, parce que tout est abstrait en fait dans la réplication d'Excretalbot. Est-ce que ça répond à les questions? Merci. Une question là? Deux questions? Wow. Bonsoir, je voulais savoir si tu connaissais Firebase. De nom. Pour, en fait, dans l'idée où justement pour garder des données entre différents clients. Alors eux ils le vendent comme un three-way binding où justement, pour le coup tu n'as même pas besoin de Node.js. Directement avec une implémentation Angular, pour celle que j'ai regardée, en tout cas ils en proposent aussi pour même du Java, du .NET, etc. Où il va te proposer pour Angular, lui il te propose du two-way binding, donc entre ton UI et ta mémoire, et lui va pouvoir te permettre d'avoir un troisième binding directement entre ta mémoire et leur serveur en fait. Et du coup, avec une application Angular, tu peux ouvrir 50 onglets, tu peux pouvoir partager la même donnée entre toutes tes applications en fait. Après, c'est eux qui stockent les données. Tu peux avoir une gestion de la sécurité. Mais bon, voilà, pour l'idée de pouvoir garder des infos entre plusieurs clients assez simplement. J'ai pas eu l'occasion de le tester, mais la démo qu'ils ont faisait avait l'air sympa, si ça peut intéresser d'autres personnes. Ouais, parce que moi ça m'intéresse. Donc pour répondre à la question initiale, non, je ne connaissais pas. En tout cas, je connaissais uniquement le nom, on va dire. Donc c'est plutôt intéressant et du coup, je pense que je vais tester. Il y a une dernière question là-bas. Moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que ça gère facilement un nombre variable de connexions stream, c'est-à-dire plusieurs clients aussi, parce que là tu connais de valeur fixe. Oui, là il y avait comment, on va dire, j'avais deux connexions. Voilà, et si jamais tu veux faire un truc, ou même certains des clients auraient divers droits, par exemple juste spectateur, mais pas pouvoir agir sur la donnée, et d'autres qui pourraient juste mettre à la suite. En fait, c'est au niveau des droits, c'est déjà un peu le cas, dans la mesure où chacun des joueurs peut uniquement manipuler la donnée qui correspond lui et pas celle de son opposant, parce que tout simplement il n'a pas le bon flux de données pour pouvoir agir sur ces données. Et au niveau de la scalabilité, finalement, en fait c'est juste une connexion TCP par onglet ouvert. Donc ça veut dire que possiblement si Heroku tient la charge, c'est autant qu'Heroku peut en tenir et Node.js peut en tenir des connexions de TCP ouvertes.
Au bout d'un moment, il faut sûrement scaler l'application au niveau des données qui sont stockées en mémoire et de la base. Et là où ça deviendra compliqué, c'est quand il faudra router les connexions des joueurs sur une même instance pour une même partie, s'il y a des choses stockées en mémoire directement du côté serveur. Donc pour l'instant, ça a une certaine limite. La limite de mon implémentation, c'est que je peux avoir qu'un seul serveur node. Si un jour je veux scaler et avoir plusieurs serveurs nodes pour tenir la charge, il faudra toujours voir mon code. Ok, merci. Je sais pas si on a encore le temps pour les questions. Il y en a une de gens. Je pense que oui. Qu'est-ce qui fait que, je vais parler fort, ça... En fait, on enregistre. Donc, Ah, pardon. c'est bon d'avoir. Qu'est-ce qui fait que tu es parti plutôt sur Ember que sur AngularJS par exemple? En fait, je connaissais déjà Ember. Angular, ça fait assez peu de temps que j'en fais pour mon boulot. En fait, je connaissais déjà Ember. Et très honnêtement, je préfère Ember. Ça fait exactement la même chose, on va dire. Par contre, ça le fait assez différemment. C'est plutôt des conventions qui viennent de Ruby on Rails, parce que c'est les mêmes personnes qui le font, tout simplement. Et donc, on retrouve cette même logique très stricte de route, contrôleur, modèle, avec les conventions qu'on connaît du côté Ruby on Rails. Et il y a une philosophie plus objet que dans Angular, en fait. D'accord, donc a priori il n'y a pas de limite technique, enfin les librairies que tu as présentées tout à l'heure, on peut les utiliser aussi avec Angular ou avec n'importe quel, avec Docker. Oui. Moi le seul boulot que j'ai fait en fait pour faire la synchronisation sur plusieurs pages, c'est de faire en sorte que les modèles Ember puissent coller sur des modèles répliqués. C'est juste, j'ai écouté les changements et puis je set d'un côté et de l'autre. Voilà, et ça tient en 20 lignes de code. Est-ce que j'ai pas tout à fait saisi pourquoi tu ne vous contentez pas des WebSockets? Quel est l'intérêt on peut faire ça juste avec des WebSockets? C'est juste pour ne pas être bas niveau, c'est ça? Il y a de ça, et il y a une autre raison aussi, c'est qu'en fait quand tu manipules directement des événements uniques, c'est-à-dire des messages, enfin des paquets quoi, tu te retrouves très rapidement à gérer de la complexité avec des paquets qui n'arrivent pas dans l'ordre, ou des paquets qui n'arrivent pas du tout, ou des paquets qui arrivent trop vite. Là en fait, moi ce que je regarde c'est uniquement l'état de ma donnée et pas ce qu'il a manipulé. Je sais pas ce que je veux dire. En fait, cette approche-là est plus robuste dans la mesure où moi j'ai juste à m'occuper de mes données. Et même s'il y a une déconnexion et que je reconnais plus tard, il arrivera à se resynchroniser. J'aurais pas perdu d'événements ou des trucs comme ça. Je vais chercher un fichier. Ça marche. Ouais, s'il n'y a plus de questions, ça sera... Ah, une dernière question. Est-ce que tu as besoin de... Attends une seconde. Est-ce que tu as besoin de t'occuper toi-même de la connexion WebSocket ou c'est je sais plus comment il s'appelle Scuttlebot, il fait pas de WebSocket du tout en fait, il fait juste des streams. En fait, tu peux l'utiliser sur des WebSockets, sur des TCP, même sur des fichiers ou des trucs comme ça. D'accord. Il est fait de telle manière que tu n'es pas à t'occuper du transport qui fait la communication. Donc c'est toi qui t'occupes du transport. Ouais, en fait, c'est moi qui lance les connexions. Alors pas directement WebSocket avec Chou que j'ai présenté tout à l'heure, mais concrètement oui, c'est create socket et puis voilà quoi. Donc oui, ça j'ai dû le faire. Bon bah merci beaucoup. Merci à vous.